gentil, merci. Je partage l'enthousiasme des escaliers de la ligne Sata, donc je suis depuis très longtemps. Il se trouve qu'on a une amie qui est venue nous voir la semaine dernière, qui vient de São Paulo. Irène, elle est une intellectuelle, elle travaille dans le théâtre. Quand je lui ai dit lundi qu'il y avait une réunion, une table ronde ce soir avec Vladimir, qu'elle a su ici beaucoup, qu'elle aime énormément, elle était toute enthousiaste. Elle repart dans 2 jours et aujourd'hui elle vient de m'appeler pour me dire qu'elle ne venait pas. La nausée était trop forte, sentiment de désespoir qui ne l'autorise pas à venir ici ce soir. Elle préfère marcher un peu dans les rues de Paris pour s'aérer un peu la tête, trouver des ressources pour revenir se confronter, se frotter à cette situation tellement difficile au Brésil. Un véritable choc qu'elle m'a fait partager. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je suis retourné pour les élections entre les 2 tours. Comme tu l'as bien dit, j'étais 4-5 ans dans ce pays qui m'a ému profondément, qui m'a touché. Ce n'est pas un pays pour débutants, c'est un pays pour principiantes. J'ai essayé de lire beaucoup, de voyager énormément. Et ce choc-là terrible de cette élection dernière de Bolsonaro, je crois que je ne m'en suis toujours pas remis, elle non plus d'ailleurs, et un petit peu toute la famille, mes enfants aussi pareil. Ce n'est pas la victoire de Bolsonaro en elle-même qui me frappe, pour moi c'est l'ampleur plutôt du phénomène. J'ai suivi après les élections américaines, comme tu l'as dit encore, avec Trump. Trump a gagné avec 70 000 voix d'avance sur 3 États clés, je ne vais pas les énumérer, mais 70 000 voix. Bolsonaro, c'est 65% à Rio de Janeiro, c'est la ville qui a créé la Bossa Nova dans les années 50. C'est 67% à São Paulo. C'est une onde de choc phénoménale, comme si le pays était en transe. C'est-à-dire qu'il avait tourné une page. Moi, je l'avais quitté en 2015 quand Dilma était déjà assez en difficulté, mais je ne m'imaginais pas une violence aussi forte. Comment ce pays, qui a vécu en juin 2013 un mouvement démocratique tellement fort, pendant des semaines et des semaines, des millions de personnes sont allées dans les rues, qui étaient absolument nouveaux dans ce pays, et qui demandaient un approfondissement de la démocratie, a pu voter comme ça 4 ans plus tard, 3 ans et demi plus tard, pour un candidat d'extrême droite. Comment un candidat issu du parti le plus corrompu de l'histoire du Brésil, un des plus corrompus, un petit parti microscopique, mais qui est lié à pratiquement toutes les affaires, a-t-il pu gagner d'une manière aussi forte et violente? Comment, avec des propos aussi misogynes, des propos racistes, des propos qui indisposent, qui sont insultantes, qui sont dégradantes, des paroles réactionnaires contre les populations indigènes, je ne vais pas faire la liste, ça n'a aucun sens. Mais comment d'un seul coup, ce côté disruptif, c'est pour reprendre un peu l'écho qui se passe aux États-Unis, c'est un terme que Trump a beaucoup utilisé, moi je trouve énormément de ressemblance avec Bolsonaro, mais surtout dans l'après. Comment il a pu balayer tous les partis traditionnels d'une manière aussi facile. D'accord, on parle de dégagisme, on parle d'antipétisme, il y a une sorte d'hystérie qui s'est installée, vous l'avez tous vu, contre le PT. Une folie furieuse contre cette figure qui est venue du peuple, qui est venue du Nord-Est, Lula, puis ensuite contre Dilma. Il y a eu cette violence quotidienne, 64 000 homicides par an, non pas sur une année, hein, on parle de l'année dernière qui a encore battu tous les records. Si on ajoute à ça les 40 000 morts sur les routes, ça fait pratiquement 100 000 morts par an depuis une vingtaine d'années. Il y a la corruption, bien sûr, je ne veux pas l'énumérer non plus, mais entre le Mensalan et ensuite le Lava Jato, tous les jours, une sorte de matraquage permanent, quotidien, sur une histoire qui a fait 200 inculpations, qui a mis des gens en prison, etc. Il y a le soutien des évangéliques, qui s'est uni pour la première fois. On a vu des anciens alliés du PT s'allier, maintenant soutenir ouvertement, pratiquement tous, c'est la première fois que c'est arrivé, soutenir Bolsonaro. Je vous passe évidemment le baptême de Bolsonaro dans le Jourdain, etc. Ça n'a pas de sens, mais en tout cas son imaginaire, ce mythe, a réussi à créer quelque chose autour de lui. Mais c'est pas que ça, il y a évidemment aussi la peur, cette peur qu'on entend un petit peu partout dans le monde actuellement, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs, la peur elle touche quoi, la peur? Elle touche nos mémoires, c'est-à-dire que la mémoire collective. Et quand on sait comment la mémoire est travaillée au Brésil ou dans les écoles, on n'apprend pas sa propre histoire. On est tellement loin. Je suis moi-même né en Allemagne, ma culture est allemande.
Je vis dans un pays, j'ai grandi dans un pays qui n'a que travaillé et que labouré sa propre histoire, qui a essayé de faire en sorte de s'en sortir. Et quand je suis arrivé au Brésil, pour moi, c'était un pays tellement neuf, qui ne regardait pas dans ces tréfonds-là, dans cette histoire nauséeuse et qui est compliquée. Mais je ne pense pas que ce soit ça la seule chose qui... tous ces termes qu'on a mis ensemble, entre la corruption, la peur, etc., je ne comprends pas cette ampleur-là d'un vote raz-de-marée de Bolsonaro. Ce qui me surprend le plus, c'est ce changement de paradigme. Quand les militaires sont arrivés au pouvoir en 1964, ils étaient bien sûr contre le communisme, mais ils disaient officiellement, évidemment, vous savez tous très bien que c'était qu'un prétexte, mais c'était pour défendre la démocratie. Aujourd'hui, Bolsonaro parle de la dictature, non pas pour défendre la démocratie, mais pour la dictature. C'est-à-dire que les bienfaits de cette dictature. Et là, ce changement de paradigme, moi, il m'interpelle, et je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi au Brésil, ce pays avec une telle forte culture, de ce coup, on a voté pour lui, peut-être, comme Trump, comme Salvini en Italie, comme en Pologne, je ne vais pas faire toute la liste de l'extrême droite qui monte, Erdogan, Poutine, etc. Mais c'est cette ampleur, encore une fois, qui, moi, m'effraie. Je vais continuer sur cette idée-là. J'ai débarqué au Brésil en 2011, donc la première année de Dilma. Une année assez extraordinaire, je dois le dire. D'abord, une onde de choc pour moi culturelle formidable, une femme au pouvoir dans un pays évidemment extrêmement machiste, avec une femme qui, au bout d'un an, a réussi à faire démissionner 6, 7, 8 ministres pour corruption. Donc une sorte de... D'un seul coup, je voyais Angela Merkel. Je n'ai rien pour Angela Merkel en tant qu'Allemand. Mais je me suis dit, voilà, quelqu'un qui tient tête comme Angela Merkel face à Poutine, mais il y avait quelque chose d'extrêmement respectable et assez grandiose, je trouve, dans son attitude. Ça a duré un an. Il y a eu l'enfermement de Dilma. On dit qu'elle a eu beaucoup de mal à communiquer à travailler avec les autres. Il y a eu d'un seul coup une sorte de rouleau compresseur qui s'est mis en place contre elle. Et puis, juin 2013. Et il se trouve que j'étais dans une des premières manifestations dans São Paulo, la manifestation du jeudi. Je me souviens encore la une de la deuxième manifestation, la une de la Folia de São Paulo, c'était le retour des vandales, puisqu'on avait peur de ces jeunes qui faisaient le chaos. Et la Folia de São Paulo avait envoyé 5 journalistes ce soir-là, et 4 sont revenus blessés par la violence policière. Et le lendemain, le titre, c'était les violences policières. Et là, on avait senti qu'il y avait un basculement qui s'opérait au Brésil, une sorte de prise de conscience. Et là, c'était un rouleau compresseur, mais alors là, pour des vraies réformes. Malheureusement, Dilma, je trouve, d'abord, elle a mis beaucoup de temps à répondre. J'ai vu Haddad avec Alckmin devenu complètement blême devant cette manifestation qui ne demandait qu'une chose. En tout cas, au début, bien sûr, elle a été reprise après par la droite, et c'est de bonne guerre, mais les débuts, c'est toutes les manifestations. J'étais à Brasilia, j'étais à Rio et à São Paulo. Pas un mot contre Dilma au départ. C'était contre la corruption, contre le Feliciano, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais contre des personnes assez crapuleuses et assez torves au sein des commissions parlementaires, etc. Et je pense son absence de parole au départ et l'incapacité du PT à la soutenir dans la réforme de la politique, du système politique qui était indispensable, a fait qu'elle s'effondrait par consomption. C'est-à-dire que vraiment c'est l'effondrement intérieur où elle aurait dû, à mon humble avis, démissionner tout de suite, mettre sa carte en jeu. Elle aurait, je pense, raflé les élections avec un programme de réforme politique. Changement des institutions, élections au niveau régional, etc. Elle ne l'a pas fait. Ça la regarde avec, en plus, je pense, la moitié du PT qui est là-dessus extrêmement critiquable, qui n'a pas soutenu cette demande de la rue. Je ne vais pas vous faire toute la liste d'après, mais une sorte de glissade qui se met en place. Je pars en 2015, période difficile, suffocante et vraiment étouffante. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vais aller très vite là sur ces années-là. 2016, c'est le Brexit. Hein. Il y a Trump qui arrive, pareil, complètement venu d'ailleurs. Le système américain qui a été fait pour éviter ce genre de personnes, c'est lui qui gagne les élections. Avec rien, hein, encore une fois, 70 000 voix, c'est rien du tout. On voit que l'eau monte un peu partout. Je viens pour le premier tour, donc au Brésil. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un candidat blessé, Bolsonaro, pour ne pas le nommer, surnommé Mito, et qui ne parle pas. Un candidat totalement absent, aucune faconde, aucune parole.
Je vois le réseau WhatsApp qui est complètement inondé par des propagandes anti-Haddad. Je vous passe encore des détails, mais une sorte de cascade d'informations totalement scandaleuses, obscènes, tous les jours, par des réseaux sociaux. Évidemment, les évangéliques, je ne vais pas revenir dessus, c'est une unité complètement à contresens. Je suis reparti à Brasilia Teimosa, qui était le symbole du PT, à Recife, où Lula, quand il a été élu, il est venu avec 27 ministres. Il a mis énormément d'argent dans cette favela de Recife, qui a eu énormément d'argent, qui a voté majoritairement pour Bolsonaro. À Rio, qu'est-ce qu'il y avait comme symbolique extrêmement dur? C'est le musée national qui a brûlé. C'est un suicide culturel, pareil. Tout allait de travers. Je ne comprenais rien. N'importe quel chauffeur de taxi, sur les vingtaines de chauffeurs de taxi que j'ai pris, tous ont voté Bolsonaro. Tous. Qu'ils soient blancs de peau, jeunes, vieux, femmes, hommes, tous. Il n'y a pas un seul qui n'a pas voté Bolsonaro. Et je retourne, c'est ma dernière image, si j'ai encore 30 secondes, à un lieu que j'ai beaucoup labouré en tant que journaliste, c'était Villa Autodromo, qui était la favela qui est près du Parque Olímpico. Carlos Weiner est venu là-bas, Marcelo Freixo du PSOL sont venus là-bas. Les Olympiades ont rasé l'endroit, c'était une des favelas extrêmement tranquilles, beaucoup de militants d'ailleurs qui s'étaient réfugiés pendant la dictature, beaucoup d'instituteurs. Ça a été rasé pour un parking, avec un hôtel qui était destiné aux journalistes. Donc on se sentait doublement coupable, et on les a suivis pendant des mois. C'était très violent, très difficile. Il reste une maison en place. L'occupant vit là avec sa femme, ses 2 enfants et son père. Il s'appelle Bruno. Je l'ai retrouvé. Je voulais absolument savoir qu'est-ce qu'il pensait aujourd'hui. Donc c'était un électeur de Marcelo Freixo, donc vraiment de la gauche, l'extrême gauche. Aujourd'hui, il vote Bolsonaro. Et c'est là que ça me fait poser des questions sur non seulement le changement de paradigme, mais l'ampleur de cette modification. Il faut qu'on arrive d'abord à réfléchir au calme. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps, et je rejoins toutes les organisations qu'il faut pour mettre des nœuds, faire des passerelles dans tout ça. C'est comment on peut répondre à ce Bruno qui était vraiment de notre côté, on va dire, contre les expulsions, contre l'injustice sociale, contre toutes ces choses-là, et qui aujourd'hui, sans aucune vergogne, vraiment, vote Bolsonaro avec une liste d'exemples contre la corruption, contre la peur, contre la violence quotidienne, contre les milices, etc., etc., etc. J'en finis là. Voilà.